Okay. Bon, on va démarrer. Je vais juste couper la présentation de manière à ce qu'on puisse se présenter. Voilà. Bonjour à tous, Arnaud Lordet, CPME Auvergne-Rhône-Alpes. On est ravis de vous accueillir ce matin pour ce webinaire sur un sujet, somme toute, encore plus d'actualité au vu de l'évolution, ne serait-ce que des matières premières et toutes les autres problématiques que vous pouvez rencontrer en tant que chef d'entreprise. On a le plaisir aujourd'hui d'avoir trois experts de Rivalis qui se présenteront ensuite et qui vont intervenir ce matin. La manière dont on fonctionnera, c'est qu'il y a la possibilité pour vous, au fur et à mesure de leur intervention, de poser des questions directement sur l'outil de chat. Si nécessaire, si ça semble pertinent et si vous en exprimez le besoin, on pourra, en levant la main, je pourrais vous octroyer la parole même. Pour ça, il suffit juste de checker, d'appuyer sur le petit bouton lever la main et de m'envoyer un message, enfin, en tout cas d'envoyer un message sur le chat. Donc, n'hésitez pas à poser vos questions au fur et à mesure, que ce soit Ludovic, Fanny ou Christophe. Ils tâcheront d'y répondre au cours de la présentation. Je vous laisse la parole pour vous présenter, peut-être Christophe pour démarrer. Christophe, tu n'as pas ton micro? Oui, petit détail. Ouais, Voilà, excusez-moi. Oui, ok, ça marche, pas de souci. On va lancer. Bonjour à tout le monde. Arnaud, est-ce que tu peux lancer la présentation? Oui, Comme ça, tout à on fait. fait Je m'en charge. la présentation. Je m'en charge à présent. C'est parti. Donc bonjour à tout le monde, bonjour à toutes, bonjour à toutes et bonjour à tous. Donc effectivement, comme le disait Arnaud, l'objectif aujourd'hui, c'est de vous parler un petit peu de marge et de rentabilité. Effectivement, c'est quelque chose dont on entend parler assez souvent en ce moment. Donc juste, si tu peux passer sur la deuxième slide, Arnaud, donc juste pour nous présenter rapidement avant de rentrer dans le vif du sujet. Donc aujourd'hui, on est trois à vous faire cette présentation. Donc Ludovic qui est sur la photo de gauche, Fanny qui est sur la photo de bas, en bas, et moi-même, donc Christophe, qui est en haut à droite. Donc en fait, aujourd'hui, on est ce qu'on appelle des copilotes de dirigeants de TPE. On travaille principalement avec des entreprises de moins de salariés, principalement dans le secteur du bâtiment, commerce et des petites industries, et on aide les dirigeants à reprendre le contrôle de leur entreprise. Donc, qu'est-ce que ça veut dire? C'est aider des dirigeants qui perdent un petit peu pied dans leur boîte. Et perdre pied dans sa boîte, ça veut dire en général avoir des problématiques d'organisation, de temps de travail, de rentabilité ou de productivité. Donc, nos objectifs, c'est de travailler sur des choses assez simples qui permettent justement aux dirigeants de bien maîtriser leur entreprise. Et aujourd'hui, effectivement, on est partenaire, comme le disait Arnaud, on est un partenaire de la CPME Auvergne-Rhône-Alpes et on est représenté, donc bien qu'on soit tous les trois indépendants, on fait partie d'un réseau qui s'appelle Rivalis. Rivalis, donc un réseau national où on est à peu près 800 conseillers en France. Et on a 20 personnes aujourd'hui qui sont réellement partenaires de la CPME en région Auvergne-Rhône-Alpes. Et donc, il y a forcément quelqu'un qui peut être plus ou moins du côté qui peut être proche de chez vous pour pouvoir en discuter. Donc, discuter d'une problématique d'entreprise, c'est vraiment discuter ouvertement sur ses difficultés. Et quand on dit proche de chez vous, c'est proche de chez vous physiquement, mais aussi proche de chez vous en termes de compétences. En termes de compétences, effectivement, chaque entreprise est différente et dans l'ensemble des conseillers qui sont partenaires de la CPME, on a forcément une personne qui correspond un petit peu à votre métier. Donc voilà, c'est ça, c'était juste pour expliquer dans les grandes lignes ce qu'on fait. J'arrête un petit peu là-dessus. Puis l'objectif, c'est de vous présenter un peu plus des informations sur la marge et rentabilité. Arnaud, si tu peux passer au slide d'après, s'il te plaît. Ça se charge. Donc, juste avant de commencer, de rentrer dans le vif du sujet, il y a 2-3 définitions qu'on voulait vous donner et qui sont pour nous très importantes parce que c'est vraiment des éléments fondamentaux dans la partie analyse de marge et de rentabilité. Donc, le premier élément qui est super important, c'est vraiment ce qu'on va appeler la marchandise. Alors, on parle de marchandise ou de matière première dans une entreprise. Et cette marchandise ou matière première, en fait, c'est ce qui va être destiné à être transformé ou non, et qui va être destiné
destinés potentiellement à être revendus. Donc ça, c'est important, hein. Donc si aujourd'hui vous êtes un commerçant, bah, c'est les achats que vous allez faire et que vous allez revendre, d'accord? Si vous êtes un artisan ou un industriel, bah, c'est la matière que vous allez transformer. Par exemple, si vous êtes menuisier, vous allez transformer du bois, vous allez le revendre. Si vous êtes un injecteur plastique, vous allez transformer votre matière plastique et la revendre sous une autre forme. Donc cette marchandise et matière première, c'est vraiment un élément important à garder en tête. C'est bien que ce soit une dépense, c'est ce qu'on va appeler par la suite une ressource. Une ressource parce que c'est une opportunité d'acheter, d'appliquer une marge dessus et de revendre. Donc la marchandise, bien que ce soit une dépense, nous, on va la considérer comme ressource parce qu'effectivement, elle va permettre de générer du chiffre d'affaires. Donc c'est important d'avoir cette vision-là. Ensuite, deuxième élément dont on va parler, effectivement, c'est la marge. Donc la marge, dans sa plus simple définition, c'est vraiment un écart entre votre prix d'achat et votre prix de vente. En général, on en parle en euros et il y a plein effectivement de dénominations différentes qui existent, hein, la marge commerciale, les taux de marque, les taux de marge. Nous, on va essayer de faire au plus simple aujourd'hui, c'est vraiment parler de marge en euros, différence entre ce que vous achetez et ce que vous vendez, et ce qu'on va appeler la marge en taux, ou le taux de marge aujourd'hui, c'est un postulat qu'on a pris, c'est vraiment le ratio qu'il va y avoir entre vos prix de vente et vos prix d'achat. On vous expliquera ça un tout petit peu plus loin. Juste garder en tête la notion de marge. Et ensuite, les autres éléments importants sur lesquels on va bosser aujourd'hui, c'est vraiment la partie frais fixes. Frais fixes, c'est effectivement tous les coûts que vous avez dans votre entreprise et que vous avez payés, quelle que soit l'activité de votre boîte. Donc, les frais fixes, qu'est-ce que c'est, hein? C'est vos salaires, c'est vos loyers, c'est toutes les choses dans vos entreprises que vous payez tous les mois, vos assurances, etc., etc. Et il y a une petite notion qu'on aime bien donner, c'est de dire que les frais fixes dans une entreprise, c'est ce qu'on appelle le train de vie d'une entreprise. Les frais fixes, c'est vraiment vous qui définissez, grosso modo, les niveaux de salaire, vos niveaux de salaire, les niveaux de salaire de vos salariés, le local que vous louez, les voitures dans lesquelles vous roulez, les types d'assurance que vous prenez. Donc, les frais fixes, aujourd'hui, c'est un peu un choix du dirigeant et nous, on a par habitude d'appeler ça le train de vie de l'entreprise. Donc voilà, ces trois notions, on va essayer de tourner un petit peu que autour de là-dessus dans ce webinaire, les regarder de façon simple. Donc la marchandise, ce qui peut générer du chiffre d'affaires, la marge, l'écart entre ce qu'on achète et ce qu'on vend, et toute la partie frais fixes. Juste un truc que j'ai peut-être oublié de dire avant de laisser la parole à Fanny, c'est que les commerçants, les artisans, les industriels, mais on a vu que dans le webinaire, il y avait pas mal de personnes qui sont inscrites, qui sont des personnes qui font de la vente de services. Donc, on n'abordera pas réellement de choses aujourd'hui de marge sur ces métiers-là, mais néanmoins, si vous avez des questions, et on peut peut-être vous apporter aussi quelques informations, n'hésitez pas à poser des questions là-dessus pour dire comment est-ce que ça se passe pour notre métier. Donc voilà pour l'introduction, et je laisse la parole à Fanny pour la suite. Oui. Okay. Alors, bonjour à toutes et à tous. Juste pour me présenter rapidement, donc, je fais effectivement partie du réseau Rivalis, mais aussi de la structure ABCDev. Chez ABCDev, on accompagne aussi les dirigeants de TPE-PME, donc sur le pilotage de la rentabilité avec Rivalis, mais aussi avec différentes expertises. Donc moi, j'ai une expertise dans les achats, Nicolas sur le développement des ventes, et aussi Élodie pour la partie recrutement. On accompagne les dirigeants et dirigeantes sur tous ces aspects-là, artisans, petits industriels, PME dans le BTP. Voilà, juste pour l'introduction. Donc moi, je vais rentrer un peu plus dans le détail du calcul de la marge. Quand on parle de marge, on a souvent des façons différentes de la calculer, donc c'était important pour nous de repréciser ce qu'on va prendre, nous, comme définition. Chez Rivalis, en fait, on regarde l'écart entre le prix de vente et la marchandise sur le prix de vente, ou le prix de vente matière première sur le prix de vente aussi, dans le cadre de l'industrie ou de la production. Et en fait, c'est ce qu'on peut appeler communément un taux de marque. Voilà. Vous avez beaucoup de sociétés qui raisonnent en coefficient. Je veux dire, il n'y a pas de bonne ou de mauvaise façon de calculer la marge, mais c'est juste bien de clarifier quand on en discute comment toi tu calcules et de quel taux on parle. Voilà. Le coefficient, ça veut dire on part de ses achats, on applique un coefficient, par exemple, un coefficient 3. À ce moment-là, on achète 10 €, on vend 30 €. Pour nous, ça va représenter donc 20 € de marge, ramené aux 30 € de chiffre d'affaires, 66%. Voilà. Ça, c'est important de le clarifier
parce que vous verrez, quand vous parlez de ces aspects-là, il y a toujours un moment où on se pose la question de quoi tu parles, en fait. Voilà. Alors, le taux de marge, vous en avez tous entendu parler. On en parle dès le prévisionnel, en fait, quand on réfléchit déjà à son projet d'entreprise. Pour déterminer ce taux, en général, on va regarder un petit peu ce qui se fait sur le secteur dans lequel on a prévu de s'installer. Et on définit donc un taux de marge qui peut être très variable. Donc, c'est pour ça que la taux de marge élevé, taux de marge faible, c'est difficile de donner une moyenne, mais on peut savoir, par exemple, dans la grande distribution, on va être sur des taux de marge très faibles. Ça peut être 10%, mais on peut arriver dans d'autres secteurs d'activité jusqu'à des 70-80% de marge. Et ça va dépendre de plusieurs éléments. On sait qu'on peut pouvoir appliquer des taux de marge élevés quand on est dans des situations de monopole, par exemple. On a un différenciateur fort sur nos produits, la valeur ajoutée perçue importante. On a une bonne localisation sur le négoce. Et à l'inverse, il sera plus difficile d'avoir un taux de marge élevé lorsqu'on a une forte concurrence, que parfois, dans certains cas, on ne va même pas du tout avoir le choix du prix de marché, ou alors une localisation qui est peu opportune. Et à ce moment-là, on va essayer de compenser ce taux de marge faible par des volumes importants. On va dire qu'on est dans une stratégie tout volume. Voilà. Cet indicateur de taux de marge, il est important aussi pour fixer son taux de vente. Donc, c'est celui qui va nous aider à partir de notre prix d'achat à fixer le taux de vente, même si on verra plus tard que ce n'est pas suffisant, mais c'est déjà un indicateur intéressant. Et on voit qu'en fonction des produits, on peut avoir des taux de marge qui vont être différents en fonction du type de produit qu'on vend. Et ça peut aussi être des taux de marge différents par rapport au type de client que l'on a. On peut avoir un taux de marge différent pour des particuliers et des professionnels, par exemple. L'important, c'est qu'au global, par rapport à ce qu'on s'était fixé dans le prévisionnel, on arrive au taux de marge qu'on avait prévu au départ. Donc, quand on regarde cette définition, on voit que pour améliorer ce taux de marge, on a deux actions possibles qui sont le prix de vente. Le prix de vente, dans certains cas, il est possible de l'augmenter. Ça peut être quand il y a une demande forte, voire une pénurie. On est en position de force, donc quand la demande est supérieure à l'offre. Dans le cadre d'affaires ou chez des artisans, par exemple, ça peut aussi être de se dire, voilà, mon carnet de commandes est plein, je vais pouvoir augmenter mon taux et ça va faire entre guillemets une sélection naturelle sur les offres qui sont plus rentables. Et la deuxième action que je connais bien, ça va être de réduire les coûts. Donc, réduire les coûts de marchandises ou de matières premières, soit en remettant en concurrence, parfois, voilà, en consolidant ses volumes aussi, en développant des partenariats avec des fournisseurs. Voilà, je préfère quelque part même cette démarche-là parce que ça veut dire j'apporte du volume et en contrepartie, il y a du prix, mais pas que. C'est-à-dire qu'on travaille ensemble sur du long terme. Parce que, j'allais dire, réduire les achats, c'est bien, mais on sait bien que l'impact peut aussi être défavorable sur la marge. Si on veut réduire ces prix d'achat et qu'on est dans cette logique-là un peu trop poussée, on peut avoir une détérioration de la qualité et détériorer l'image de l'entreprise, qui peut avoir des effets très néfastes. Voilà, donc réduire les coûts, oui, dans une logique, on va dire, raisonnable, réfléchie. Et je pense qu'on a tout à gagner à considérer ces fournisseurs comme des partenaires pour se projeter sur du long terme, d'autant plus dans le contexte actuel. Voilà, donc je vais passer au slide suivant, où en fait l'idée c'est de dire le taux de marchandise, effectivement c'est un bon indicateur, mais il faut aller plus loin. Et nous on vous propose de raisonner en volume de marge. Et là, ce qui va faire la différence, c'est la quantité de marchandises vendues. Parce qu'effectivement, on peut avoir un taux de marge élevé, mais si on ne vend rien, on n'aura rien. Donc, super, voilà, on avait un bel objectif de taux de marge, mais si on n'a pas, si on vend peu de produits, ça va avoir un impact sur la rentabilité. À l'inverse, si on a un faible taux de marge, mais qu'on vend une grosse quantité de produits, eh bien, on va avoir un gros volume de marge. Et donc pouvoir ensuite, on va le voir, générer plus de rentabilité. Donc c'est cet élément de quantité de marchandises vendues qui est important de suivre, et dans les tableaux de bord qu'on va mettre en place, et d'autant plus sur des négoces, c'est de bien voir par produit les quantités vendues, les taux de marge et le volume de marge, et on va vraiment avoir le top des produits sur le volume de marge qu'ils apportent à l'entreprise. Et même si on pousse le raisonnement un peu loin, on peut se dire un fort taux de marge peut même être contre-productif puisqu'on va
puisqu'on va vendre peu. Et à l'inverse, un taux de marge plus faible qui permettra d'augmenter significativement les ventes et donc le volume de marge. Voilà. Donc, ce n'est pas forcément le taux de marge, l'indicateur à mettre en priorité dans les tableaux de bord, mais c'est vraiment ce volume de marge. Le troisième indicateur, donc le slide d'après, donc, ce qu'on voulait aussi vous mettre en avant, c'est que là, on était au stade du prévisionnel, on définit un peu de marge, on a des volumes de marge prévisionnels, etc. Et on sait que ça peut changer en cours de route, dans le contexte actuel. Ça peut changer pour plusieurs raisons. Hein. Ça peut être déjà l'évolution du prix des marchandises. On sait qu'actuellement, on est dans un contexte très complexe, très mouvant et très défavorable, avec une inflation forte. L'INSEE publiait qu'en avril 2022, 45% des industriels ont des difficultés d'approvisionnement. Si on ne peut pas s'approvisionner, on ne peut pas vendre. Et 39% dans le bâtiment. Et les prix de production industrielle ont augmenté de 24% en un an. Alors, ça cache de fortes disparités. Il y a des matières qui ont carrément explosé. On sait que sur l'énergie, c'est très tendu. 75% sur le transport, plus de 50% sur l'acier. Voilà. Et tout ça fait que, effectivement, entre le prévisionnel qu'on avait et le résultat, en cours de route, il y a des écarts. Donc, il faut absolument piloter tout ça. Et après, par rapport à ça, nous, on accompagne vraiment les dirigeants pour qu'on réagisse au fil de l'eau. Ça veut dire qu'il ne faut pas attendre la fin d'année pour se dire, bon, bah, ma marge s'est complètement détériorée, je suis dans le mur. Aujourd'hui, justement, la CPME a publié des statistiques aussi. 86% des entreprises dans ce contexte ont baissé leur marge. Donc, c'est quand même significatif. Et 22% ont augmenté leur prix de vente seulement en avril. Donc, ça semble très en deçà de ce qui est pratiqué dans les grands groupes. Hein. Aujourd'hui, il y a vraiment une fracture qui se fait entre des grosses sociétés qui étaient déjà préparées et qui sont structurées pour répercuter immédiatement les hausses de prix des matières et renégocier leurs contrats clients, voire déjà avoir prévu dans leurs contrats clients que les prix peuvent bouger, contrairement à des PME qui sont souvent dans des engagements de contrats avec des prix fermes, donc qui se retrouvent coincés entre des prix d'achat qui augmentent et des prix fixes qui ne peuvent pas bouger. Nous, on milite fortement pour que tous les dirigeants aillent renégocier ces contrats sur une base de discussion en disant que ce qui se passe aujourd'hui était imprévisible et donc l'équilibre économique des contrats est remis en question. Voilà, il y a des jurisprudences qui va commencer à se faire autour de ça, mais en discutant avec les avocats, ils disaient effectivement c'est complètement acceptable aujourd'hui d'aller dénoncer un contrat sur ces critères-là. Alors, on n'a pas toujours des contrats, parfois on est sur du négoce. C'est un peu plus facile de réagir dans le sens où on va pouvoir répercuter cette hausse directement sur son prix de vente dans son magasin ou dans ses grilles de prix si on travaille avec en B2B. Ça ne veut pas dire que c'est simple, on augmente ses prix, mais il faut quand même s'assurer que d'ailleurs on les vend. Parce que comme on disait tout à l'heure, si on ne les vend pas du tout, c'est encore plus catastrophique que de les vendre tout juste à l'équilibre, voire un petit peu à perte du moment qu'on couvre un peu ses charges fixes. Quoi qu'il en soit, ce qu'on veut dire, c'est qu'il faut le piloter au fil de l'eau et mesurer cette dérive, s'il y a, et mettre en place des actions correctives. Pourquoi pas accepter de perdre un peu sur un gros contrat, mais derrière se dire comment est-ce que je vais rattraper cette marge sur les prochains contrats et surtout m'assurer que ces contrats-là vont me permettre de préserver ma marge pour l'avenir, c'est-à-dire des clauses d'indexation, une clause d'imprévision et quoi qu'il en soit, des échanges avec les clients au fil de l'eau pour s'assurer qu'on peut renégocier à tout moment. Un autre sujet important peut-être sur cette partie achat, c'est effectivement la validité des offres. Donc, quand on fait des offres de prix, on ne peut pas aujourd'hui s'engager sur des périodes longues et déjà prévoir que ces prix peuvent être soumis à fluctuation. Voilà, je vais vous dire sur ce sujet-là. Donc, effectivement, que la marge peut se détériorer à la fois entre le prévisionnel de début d'année et la réalisation de fin d'année, mais aussi quand on est sur des réalisations d'affaires, ne serait-ce qu'entre la remise de l'offre, la signature du contrat et la réalisation de cette offre.
Donc, on a parlé du taux de marge, on a parlé du volume de marge et le slide suivant, on va parler cette fois-ci de marge nette. Si on peut passer au slide, voilà. Donc, la marge nette, en fait, c'est la rentabilité. C'est ce qui va rester tout en bas du compte de résultat quand on a payé ensuite les charges fixes. Donc, synthétiquement, pour être rentable, il faut que le volume de marge qu'on a généré soit suffisant à couvrir les frais fixes de l'entreprise. Donc, il y aura bénéfice quand on est quand ce volume de marge est suffisant. Et il y aura perte quand effectivement, alors soit la marge n'a pas été suffisante, soit les frais fixes effectivement sont plus élevés que ce qu'on avait attendu. Quoi qu'il en soit, là encore, il faut qu'on aille régulièrement vérifier ces indicateurs. Donc, s'assurer qu'en termes de marge, on est dans les clous, mais aussi qu'en termes de frais fixes, on n'a pas des frais qui ont augmenté, des dépenses qui étaient imprévues, et remettre en permanence le prévisionnel à jour pour ne pas avoir de surprise en fin d'année. Alors, on peut le faire de façon différente. Quand on est sur de la réalisation d'affaires, on va suivre la réalisation de cette offre avec le temps qu'on a passé, les achats qui ont effectivement été dépensés pour réaliser cette affaire. Quand on est sur du négoce, on va sortir les statistiques de vente tous les mois. Alors, ça peut être à la fois des statistiques de caisse, quand on est dans un négoce B2C, des statistiques de vente en B2B, et aller les mettre en parallèle des charges que l'on a eues, donc des charges variables lorsqu'on a des achats, les dépenses le temps passé, les dépenses de personnel, et puis derrière les frais fixes. Donc, voilà, donc nous, en résumé, ce qu'on préconise de suivre, c'est le taux de marge, mais pas que, le volume, et derrière, d'aller jusqu'à la marge nette. Et je vais passer la main à Ludovic, qui, lui, va entrer dans le détail de cette rentabilité nette. Ludovic. Alors moi, si tu peux faire suivre le slide suivant. Voilà, parfait, merci. Bien, bonjour à tous. Alors, en fait, moi je vais m'occuper de la partie comment apprendre à maîtriser la rentabilité, dont les frais fixes, en fait, sont vos dépenses de fonctionnement de l'entreprise. Voilà. Vos produits et services sont les sujets que vous vendez, votre raison d'être sur le marché. Donc, voilà, ça peut être effectivement pour les commerçants de l'achat-revente de produits finis et pour les artisans de la vente de main-d'œuvre également. Et puis, on a quelques professions libérales autour de la table. Donc, là, c'est de la vente de matières grises, entre guillemets, ou de savoir-faire. Le marché, c'est l'entreprise dans son environnement, les fournisseurs, les concurrents, la zone de chalandise sur laquelle l'entreprise se trouve, les clients, la zone géographique, vos partenaires, banquiers par exemple, vos sous-traitants et puis également l'emploi, vos collaborateurs. Savoir mesurer les opportunités et menaces en interne et en externe, c'est avoir une bonne maîtrise de son marché. Le volume et le taux de marge, c'est du chiffre d'affaires riche. C'est un savant mélange entre le volume à vendre et la marge en taux que l'on réalise sur les produits ou les services que l'on vend. Analyser et ajuster, c'est le modèle économique de votre entreprise. Une fois ce modèle économique connu, l'analyse régulière s'impose parce que le marché est vivant et que chaque changement peut avoir des répercussions sur l'équilibre financier de votre entreprise. Donc, je ne saurais trop que recommander de mettre en place des tableaux de bord pour pouvoir mesurer votre performance, pouvoir l'analyser, réaliser des plans d'action et des corrections pour réajuster la performance de son entreprise et la rentabilité par rapport au prévisionnel que vous aviez écrit en début d'exercice. J'ai une question, Ludovic, oui. Eva, qui nous dit, dans le cas des services, les salaires liés à l'exécution du service est à mettre dans matières premières et non frais fixes, ?
Alors, j'allais dire, ça dépend. Si on ne fait que vendre du service, on pourrait considérer que la matière grise ou la main-d'œuvre que l'on vend est quelque part de l'achat de marchandises en vue de la revendre. Par contre, s'il y a un mix des deux, on l'intégrerait plutôt dans les frais de fonctionnement parce que l'entreprise ait beaucoup de chiffre d'affaires ou qu'elle en ait peu, la masse salariale est quand même là. On peut rarement licencier ou recruter quelqu'un en fonction des fluctuations de son activité. Voilà, en tout cas, pas aussi, de façon aussi flexible. Je vais prendre la parole sur ce sujet-là pour répondre à Eva. Juste aussi une autre vision qu'on peut avoir sur le sujet. Effectivement, on peut prendre les salaires et les considérer comme matière première, mais dans la mesure du possible, il ne faut pas le faire. Alors ça, c'est un petit peu ma vision, mais dans la mesure du possible, il faut se dire, ne cherche pas à vendre une personne, cherche d'abord à vendre ton entreprise. Ça veut dire qu'aujourd'hui, le service que tu vends, c'est une compétence liée à ton entreprise. Et dedans, tu as des personnes, effectivement, qui peuvent être salariés, qui peuvent être sous-traitants. Mais quoi qu'il en soit, il vaut mieux se dire à un moment quelle est la valeur de mon service et comment est-ce que je le vends, quel que soit le prix de mon salarié, qui coûte 2 000 € par mois ou 3 000 € par mois. Normalement, la valeur de ce que tu vends doit être supérieure à ça, ramenée au nombre d'heures que tu vas vendre. Donc, dans la mesure du possible, moi, je ne dirais de ne pas le faire. Mais après, chaque cas est un petit peu différent. Mais il vaut mieux penser valeur globale de mon entreprise, qu'est-ce que le taux horaire de mon entreprise par rapport à la concurrence, et derrière, effectivement, vérifier que l'ensemble des salaires, compris dans les frais fixes, sera couvert par ce que tu es capable de vendre. Je ne sais pas si je me suis bien exprimé, mais il vaut mieux éviter ce genre de travail de considérer un salaire comme matière première, sinon tu risques un petit peu on va dire, de faire des choses trop complexes, qui vont être trop compliquées. Si demain ton salarié part, c'est un autre qui arrive, qui est plus cher ou moins cher, ça risque d'être un peu trop compliqué. Il faut essayer de rester dans la simplicité. Merci Christophe. Je partage ce que dit Christophe. Je l'appréhendais aussi de manière sur la notion de sous-traitance. En fait, parce que la notion de sous-traitance, c'est quelque part de l'achat-revente de main-d'œuvre ou de matière grise. C'est une compétence que l'entreprise ne détient pas en interne. Et donc, elle achète cette prestation de service en vue de la revendre. Et c'est pour ça que là, ce sujet-là en particulier, et ça peut être donc du savoir-faire, ça peut être de la matière grise également, et donc du salaire que je reverse à un sous-traitant. Et là, ça peut être considéré effectivement comme de la vente de produits ou services, mais non pas des frais fixes. Voilà. Je ne sais pas si c'est un petit peu plus clair dans l'explication. Voilà pour le premier slide. Alors, on a décidé de faire un focus particulier sur deux métiers que l'on suit. L'exemple numéro 1, c'est les commerçants. Donc, on pourrait imaginer le cas suivant. Un commerçant avec des frais fixes, donc salaire et charges du dirigeant pour 45 000 €, du salaire et charges conjoints pour 30 000 €, tous les frais de fonctionnement ou frais fixes auxquels on pense, local, eau, électricité, assurance et j'en passe, pour 25 000 €, ce qui fait un frais fixe à 100 000 €. Cette entreprise-là vend de l'huile d'olive. Elle vend de l'huile d'olive et elle en vend pas mal. Elle l'achète sur un marché qui est porteur, donc a priori les marges sont plutôt bonnes, pas trop concurrentielles, donc on s'autorise effectivement à réaliser une marge plutôt confortable. On achète 5 €, on vend 15, ça fait une marge de 66% lorsque l'on regarde du prisme choisi. Et ça fait un résultat un chiffre d'affaires de 150 000 €, une marge en euros de 100 000 €. Donc, elle couvre pile poil les frais fixes. Et ce sont, grosso modo, les seuls leviers que peut avoir un commerçant pour réaliser du résultat. A contrario, l'exemple 2,
l'artisan ou le petit industriel, il pourrait avoir effectivement des frais fixes plus élevés, pareil, du salaire du dirigeant et de ses collaborateurs et ses frais de fonctionnement à hauteur de 200 000 euros. Bon, ce dirigeant-là vend de la clim, par exemple, et il a 3 personnes à sa disposition pour l'aider à réaliser ses chantiers. Le patron lui-même est productif et il est sur un marché qu'on peut définir aujourd'hui comme étant porteur. Hein, la clim confère les chaleurs actuelles. Si on calcule la marge euro, les volumes et la marge euro générés par cette activité, on voit que les ventes marchandises représentent 150 000 euros par an, que la marge en euros est donc de 50 000 euros. Mais ce chef d'entreprise a également à sa disposition la vente de services, de main-d'œuvre ou de savoir-faire. Ils sont 3,5 puisqu'il a 3 collaborateurs plus lui qui travaille à temps plein à moitié de temps sur les chantiers. Le reste de son temps, il est occupé avec ses fournisseurs, ses clients et bien d'autres sujets. On multiplie par 1500 heures en moyenne, qui est le nombre d'heures moyennes annuelles de productivité de production qu'on a à vendre, et multiplié par les 60 euros qui est son taux horaire, ça donne 315 000 euros de marge, on va dire comme ça, par an. En définitive, le calcul, c'est le suivant. On a donc un chiffre d'affaires de 465 000 euros. Il achète 100 000 euros de marchandises. Il a 200 000 euros de frais de fonctionnement, frais fixes. Donc 465 moins 100 moins 200, il en reste 165, soit une rentabilité de 35%. Voilà. On aurait pu faire le calcul de manière différente. On aurait pu se dire que finalement, c'était également 50 000 euros de marge sur marchandises, tout simplement, hein, les fameux 33%, plus les 315 000 euros de vente de main-d'œuvre, moins les 200 000 euros de frais de fonctionnement, on retombe également sur cette renta à 165 000 euros et ce taux de rentabilité à 35%. Voilà. Pourtant, sur le papier, le taux de marge était inférieur par rapport aux commerçants, 33%, pardon, et pour autant, le résultat est supérieur chez le petit artisan ou le petit industriel. On peut aller au dernier slide pour vous montrer qu'en fait, parler du taux de marge, c'est bien, mais ce n'est pas suffisant. Ce qui est important, c'est de trouver l'équilibre entre ce que vous êtes capable de générer comme marge, et là on parle bien du mix marge euro, marge en taux, qui génère effectivement un volume de marge qu'on appellera la marge euro tout simplement, et puis également ses frais fixes. C'est important que les frais fixes, que les marges en euros couvrent l'ensemble des frais fixes. La marge en taux, c'est essentiel, mais pas suffisant. Tout comme de ne parler que de marge euro, ce n'est pas suffisant, c'est bien le mix des deux qui va nous permettre de couvrir l'ensemble des frais fixes. Et je vais même ajouter, et ça c'est un regard rivaliste qu'on partage avec Christophe et Fanny, pardon, et on pourrait imaginer aussi que cette marge euro couvre les projets que l'on a dans l'entreprise, des projets de recrutement, d'investissement, des développements de l'entreprise. Voilà. Et du coup, les rendre viables, ces projets-là, atteignables. Voilà pour moi. Arnaud, si tu veux passer sur la dernière slide, s'il te plaît. Donc, au final, juste en conclusion sur tout ce qu'il vient de dire, je vais essayer de le résumer de façon assez simple. Donc, effectivement, la simplicité, c'est de dire qu'il faut piloter. Aujourd'hui, c'est vraiment important, on va dire, dans une entreprise, qu'on vende de la prestation de service, qu'on soit commerçant, qu'on soit un artisan ou un industriel. Donc, au final, qu'on vende de la marchandise, de la main-d'œuvre ou les deux.
c'est important, la première question à se poser, c'est d'identifier ses frais fixes. Identifier ses frais fixes, et si je reprends la définition que je vous avais donnée un petit peu au démarrage, c'est les frais fixes, c'est le train de vie d'entreprise. C'est qu'est-ce que vous devez payer à la fin de l'année. Donc ça, c'est ce qu'on appelle un prévisionnel. Donc prévisionnel, c'est d'abord, avant de se lancer, à vendre, à vouloir vendre de la marchandise ou de la main-d'œuvre, c'est de se poser la question, qu'est-ce que je dois payer? Ça, c'est indispensable aujourd'hui dans votre entreprise, c'est se poser cette question-là. Le prévisionnel, c'est la base de tout. Et le prévisionnel, j'aime bien le résumer par, en fait, c'est juste une projection des charges, donc c'est les dépenses, versus les ressources. Donc ça veut dire qu'est-ce que je dépense et de l'autre côté, qu'est-ce que je vais générer. Ça, c'est vraiment important. Donc ça, c'est pour moi, c'est pour nous la base d'une bonne gestion d'entreprise. Ensuite, effectivement, c'est un peu ce que disait Fanny tout à l'heure, c'est il faut réussir à fixer le bon prix de vente. Le bon prix de vente, on ne fixe pas n'importe quel vente. On ne dit pas qu'on applique un taux de 50%, de 70% sur sa marchandise. Il faut tenir compte du marché et de la valeur perçue par le client. Ça, c'est vraiment important aussi. Et donc, identifier ces éléments différenciateurs si je prends juste l'exemple d'un commerçant, un commerce de proximité en centre-ville ou un supermarché qui est à l'extérieur de la ville, voilà, la valeur perçue par le client, on va dire le besoin auquel on répond est différent. Donc ça c'est vraiment important. Et quand on dit fixer le bon prix de vente, ça me ramène aussi à un autre élément, c'est qu'il faut savoir dire à un moment, il faut effectivement vendre avant… Il faut savoir vendre avant d'économiser. Vendre avant d'économiser, ça veut dire effectivement se poser les bonnes questions, de comment vendre avant d'essayer d'aller faire des réductions. Et ça, donc effectivement, la part vers son précédent métier, c'est suivre l'évolution des coûts d'achat reste néanmoins important. Plus on réussira à avoir un écart entre son coût d'achat et son prix de vente, plus on générera de marge et de résultats. Donc, suivre l'évolution des coûts d'achat aujourd'hui, c'est le nerf de la guerre avec ce qui se passe aujourd'hui sur le marché. Le secteur du bâtiment est énormément touché, les industriels sont touchés, tout le monde est touché, les commerçants aussi sont touchés. Et suivre ces coûts d'achat, c'est important, mais aussi toujours avoir cette notion de prix-vente, c'est dire est-ce que mon client demain sera toujours prêt à payer ce nouveau prix. Donc, répercuter les hausses en temps réel, c'est réellement se poser la question, qu'est-ce qu'on va être capable de faire, qu'est-ce que nos clients vont être capables de payer. Donc, quand Ludovic nous parlait tout à l'heure, effectivement, de suivre à travers des indicateurs, à travers du pilotage, effectivement, ces ventes, c'est extrêmement important. Si demain, votre marché n'est plus prêt à payer ce que vous vendez, il faut s'en rendre compte rapidement et pas attendre le 31 décembre d'avoir son bilan comptable, son compte de résultat comptable pour pouvoir se dire effectivement, ça n'a pas marché. Donc, la vision en temps réel est vraiment extrêmement importante. Et ensuite, derrière, effectivement, contrôler et suivre régulièrement ces indicateurs. C'est qu'aujourd'hui, le suivi, c'est très bien, mais néanmoins, peut-être que demain, il y aura d'autres indicateurs qu'il va falloir suivre. Ça aussi, il faut se poser cette question-là. Les indicateurs qu'on suivait à l'époque avec le marché comme il était, peut-être que demain, avec ce nouveau marché, il faudra les suivre d'une façon un petit peu différente. Donc, il faut aussi savoir se remettre en question et ne pas attendre le 31 décembre, la réception de son bilan pour dire ça n'a pas marché, comment est-ce que je vais un petit peu réajuster tout ça. Donc, voilà, donc ça c'est un petit peu au final la conclusion de ce qu'on vous a présenté. Juste pour le résumer de façon globale, il faut vraiment garder de la simplicité et se rappeler que votre entreprise aujourd'hui ne vend effectivement, quelle qu'elle soit, que de la main-d'œuvre et de la marchandise. C'est que ça. Donc pour les personnes qui sont ici présentes, qui vendent de la prestation de service, vous vendez uniquement des heures. Donc la question sur la marge marchandise, elle n'est pas très pertinente pour vous, mais néanmoins, ce qui est pertinent, c'est de se poser la question de ces frais fixes. C'est quel est le coût de ma structure, qu'est-ce que je dois payer à la fin du mois ou à la fin de l'année. Donc voilà, et puis pour les autres, c'est un petit peu ce qu'on a vu, se poser la question de qu'est-ce que je paye et qu'est-ce qui me permet de générer du chiffre d'affaires, de la marchandise margée et de la main-d'œuvre. Donc voilà dans les grandes lignes ce qu'on pouvait vous dire sur le sujet. Ludovic ou Fanny, est-ce que vous avez peut-être des choses à rajouter? Oui, en fait, par rapport à la question sur la prestation de service,
je trouve que ce qui peut être intéressant et qu'on fait souvent avec les prestataires de services qu'on accompagne, c'est effectivement, déjà, il faut bien connaître son volume de charges fixes, ses charges de personnel. Si on est tout seul, c'est un peu plus facile à calculer. Mais ce qui peut être intéressant dans la fixation de son prix de vente, c'est de se dire combien d'heures, dans les heures que j'ai, dans toutes les heures que j'ai, quelles sont les heures productives, les heures que je vais pouvoir vendre, et à combien je dois les vendre pour que ce taux horaire couvre l'ensemble de mes charges. Voilà. Je ne sais pas si c'est très clair, mais à mon avis, il y a quelque chose d'assez simple à mettre en place en termes de prestation de service. C'est quoi le bon taux horaire pour que lorsque j'aurai vendu toutes mes heures, je vais arriver au niveau de rentabilité que je souhaite. Donc, ce n'est pas juste couvrir les charges, c'est permettre de couvrir les charges plus générer le résultat. Voilà, donc, et ça, il faut le suivre au fil de l'eau parce que même si au début de l'année, on s'est dit je vais vendre 70% de mes heures et 30% du reste du temps, je vais faire de l'administratif qui ne sera pas vendu, ça ne sera peut-être pas le cas au fil de l'eau. Donc, chaque mois, bien se poser la question où j'en suis par rapport à cet objectif pour se dire le mois d'après, il va falloir que je vende plus d'heures ou peut-être qu'il faut que je revoie mon taux, etc. Ce qu'a dit Christophe tout à l'heure, j'ai trouvé intéressant, c'est que, donc ça, c'est des éléments de gestion. Dans le côté commercial, il va être beaucoup plus sécurisant et intéressant de vendre des forfaits, c'est-à-dire de ne pas vendre son temps, mais de bien vendre des forfaits pour ne pas avoir de dérive par rapport à ça. Merci, c'était clair. On a une question d'Edith qui n'est pas tout à fait sur le sujet, qui vous demandait simplement si vous pouvez parler des accompagnements que vous proposez, notamment sur ces sujets. Est-ce que vous voulez vraiment qu'on réponde à cette question ou après je pense que ce sera mieux. On répond, ouais. Non, mais on pourra se faire suivre vos contacts à Edith pour qu'elle puisse directement avoir les réponses. Ouais, je pense que ce sera plus peut-être un petit peu. Après, sur le type d'accompagnement, on n'est pas obligé d'entrer dans le détail et dans les coûts, mais donc nous, on accompagne les dirigeants. On commence par un diagnostic du modèle économique et ensuite, on propose des accompagnements qui sont vraiment qui répondent aux besoins des dirigeants. Ça peut être une petite prestation de service ou ça peut être un accompagnement sur du long terme. Mais effectivement, c'est vraiment au cas par cas. Très bien, merci. S'il y a des questions, c'est maintenant. Il ne faut pas hésiter à les poser sur ce sujet qui est quand même, somme toute, fortement d'actualité. Je n'ai pas d'entreprise qui n'est pas impactée par une hausse de ses frais fixes. J'ai bien compris que ce soit les matières premières ou même le coût des collaborateurs, avec la difficulté qu'on peut avoir à recruter aujourd'hui. Clairement, ça devient un élément important, essentiel sur des secteurs d'activité qui étaient peut-être moins dans cette mouvance à un moment donné que d'autres. N'hésitez pas. On a parlé, c'est vrai, des coûts d'achat dans la détérioration de la marge nette, de la rentabilité. Effectivement, on constate aussi qu'il y a vraiment des augmentations de salaire, que les dirigeants jouent le jeu, accompagnent leurs salariés et sont prêts à prendre sur leur marge pour accompagner les salariés à faire face à cette baisse de pouvoir d'achat. Ça aussi, ça fait partie des éléments qu'il faut anticiper et intégrer dans le prévisionnel au plus tôt. Oui, puis en complément, justement, je me permets, comme on pourrait rentrer en égo avec son fournisseur pour maintenir des prix d'achat d'avant inflation encore aujourd'hui à travers un partenariat long terme, on pourrait aussi également imaginer que les nouveaux entrants, voire nos collaborateurs déjà historiques dans l'entreprise, leur proposer d'autres solutions également que simplement la hausse de salaire. D'abord, je pense qu'on ne tient pas durablement des gens que par la notion d'argent. Et par contre, leur proposer un aménagement de leur temps de travail, voire un rythme différent dans l'entreprise, par exemple, les 35 heures de leur contrat de travail, mais sur 4 jours maintenant au lieu de 5, c'est des aspects qui peuvent permettre de garder la performance et la productivité de l'entreprise sans pour autant générer de coûts de fonctionnement supérieurs ou de faire flamber la masse salariale. Voilà. Et parfois, pour certains profils, ça correspond à des attentes.
En interne, donc 2 collaborateurs déjà existants, déjà salariés, et puis pourquoi pas de nouvelles recrues. On sait que, fonction des générations, le rapport au travail a changé. Donc n'hésitez pas aussi à passer au-delà du prisme simplement rémunération. Alors moi, j'avais une question pour les participants. Alors en fait, c'est plus lié à voir s'il y a quelqu'un qui peut nous faire un petit témoignage. Donc on sait qu'effectivement, les hausses de prix, on va dire, pour les commerçants et les artisans qui s'adressent à des particuliers, je ne vais pas dire que c'est assez facile, mais grosso modo, on va dire les gens auront besoin de se nourrir. Alors il y a certains métiers pour lesquels on réussira plus à vendre, des choses qui vont disparaître. Mais je pense que les industriels, les petits industriels, ceux qui bossent pour des plus grosses entreprises qu'eux, peuvent être assez chahutés, on va dire, dans toutes ces augmentations de prix. Est-ce que là, dans les personnes qui sont préventes, il y a quelqu'un qui travaille pour des professionnels et qui justement a eu un peu du mal à augmenter ses tarifs et s'est retrouvé vraiment entre le marteau et l'enclume, entre ses prix d'achat qui augmentent et puis ses clients qui ne veulent pas augmenter ses tarifs? Juste nous expliquer un petit peu le contexte aussi, parce que nous, on disait dans la théorie, effectivement, il faut augmenter ses prix, mais est-ce qu'il y en a un qui aurait peut-être un petit exemple sur ce qu'il vit au quotidien avec ses clients et la pression qu'il pourrait avoir? Alors là, si c'est le cas, s'il y a quelqu'un, il faut juste qu'il lève la main ou qu'il envoie un petit message et je lui donnerai la parole. Ça pourrait être intéressant juste d'avoir ce genre de témoignage, parce qu'effectivement, il y a des entreprises, je pense, qui sont très chahutées. Bon, c'est toujours un défi de demander des… Ah si, on a quelqu'un. Je vous donne la parole, Eva. Voilà. Et il faut juste réactiver votre micro. Merci. Bienvenue. Oui, bonjour. Vous m'entendez? Très bien, très bien. Oui. Bonjour. Oui, effectivement. Donc moi, je travaille pour une société de nettoyage. Donc, nous sommes quand même dans la prestation de services. Donc, c'est moi qui ai posé la question par rapport où mettre le coût salarial, sachant qu'il est très lié justement au chantier qu'on a. Donc, on jongle beaucoup avec les heures, avec les salariés, soit en interne, soit en intérim. Donc voilà, c'est vraiment, c'est en fonction, voilà, c'est très lié. C'est pas des salariés qui sont au bureau comme moi. C'est des salariés qui vont sur le chantier. Et bon, si on n'a pas de chantier, on ne prend pas de nouveaux salariés, ou on n'augmente pas les heures, ou on ne prend pas de nouveaux contrats d'intérim. Et effectivement, nous, on est très liés au prix du marché, comme beaucoup, j'imagine. Donc, on ne peut pas trop se permettre d'augmenter les prix. Et justement, comment jouer sur la marge, s'il y a à jouer. On a des prix d'achat quand même des consommables, donc qu'on utilise pour les nettoyages, qui ont fortement augmenté, qui ont augmenté, notamment tout ce qui est papier, etc. Tout ce qui contient du papier qui est à la base des fibres de bois. Donc voilà. Donc on est dans ce cas-là, mais on est quand même plus dans le peut-être du service. Donc je ne sais pas si c'est un bon exemple pour vous. Alors, je ne sais pas si je peux, si vous m'entendez, Eva. Oui. Alors, moi, j'accompagne justement une entreprise de nettoyage là sur Drôme-Ardèche. Effectivement, déjà d'origine, le taux horaire main-d'œuvre est relativement bas dans vos métiers. Oui, tout à fait. Il n'y a pas de variation. Oui, et il n'y a pas beaucoup de progression en termes de salaire, et c'est très linéaire d'un salarié à un autre. Donc, il n'y a pas de… Voilà. Oui, je le vis aussi dans la Drôme. Donc, effectivement, vous avez des mains, enfin, vous n'avez pas les coups des franches sur peut-être en tout cas moins que sur un autre métier. Néanmoins, ce dont on peut s'apercevoir dans vos métiers comme sur d'autres, c'est que c'est votre estimation de temps de travail sur les chantiers. Vous, quand vous devisez au départ, vous estimez un temps de travail sur ce chantier-là et vous avez à l'intérieur de vos équipes des gens qui travaillent de manière plus ou moins efficace. Et vous pourriez avoir très bien des chantiers où vous avez
sous-estimer le temps réel à passer, d'autres chantiers sur lesquels le temps a été surestimé. Donc l'idée, c'est aussi de mesurer la productivité de vos équipes et de s'assurer que l'ensemble des heures que vous avez à vendre, c'est-à-dire l'ensemble des heures de production que vous mettez au service de vos clients, est juste, et le mettre en rapport avec l'ensemble des heures que vous facturez à vos clients. Donc ça, c'est comme le disait Fanny, ça nécessite certainement dans un premier temps un diagnostic du volume d'heures et de la productivité de vos équipes, un diagnostic que les porteurs de la licence Rivalis sont prêts à vous faire de manière offerte. Voilà. Donc ça ne vous engage à rien dans un premier temps. On pourrait très bien réaliser ce diagnostic-là et vous montrer un écart peut-être entre les heures que vous avez à mettre à service de vos clients et celles que vous facturez vraiment. Et on trouve des choses. On trouve des choses et ça permet de ne pas se dire que ça passe nécessairement par une hausse de votre taux horaire. Voilà. Il y a souvent de la marge. Oui, effectivement. Oui, voilà. Oui, on a des cas où effectivement on a prévisionné et facturé un nombre d'heures et les salariés qui ont fait un peu plus. Donc, sur une fois, ça passe, deux fois, ça passe. Après, sur la longueur, on est perdant. Donc, oui, effectivement. C'est ça. Et sur la longueur, ça peut coûter cher à votre entreprise au final. Juste pour compléter, je suis tout à fait d'accord avec Ludovic. Cet aspect-là, je pense, c'est le premier levier que vous ayez à actionner. D'un point de vue commercial, vous travaillez avec des particuliers ou vous travaillez avec des… Plutôt avec les professionnels, un peu avec les particuliers, mais de moins en moins. D'accord. Mais mais en plus, on a un problème assez important, comme beaucoup de secteurs, j'imagine, de recrutement. C'est un marché très, très concurrentiel et les salariés sont il y a un taux de turnover énorme. Oui. Donc, voilà, on a cette difficulté-là. On a beaucoup de demandes de chantier, mais il y en a certains qu'on ne peut même pas honorer parce que du côté du recrutement, de la main-d'œuvre, on a des soucis. Oui. Et d'un point de vue commercial, donc juste pour compléter, donc moi j'ai travaillé dans les achats jusqu'à présent, et notamment des achats de prestations de nettoyage. Donc je sais que c'est pas simple de renégocier ces contrats. J'ai été de l'autre côté. Malgré tout, dans ce contexte-là, à un moment donné, il va falloir que les donneurs d'ordre acceptent de revoir les conditions. C'est pas acceptable que ce soit les petites entreprises telles que les vôtres qui renient sur leur marge. Les donneurs d'ordre, ils répercutent leur prix de vente et ils savent bien conserver leur marge. À un moment donné, il va falloir aussi que chacun prenne ses responsabilités sociales. C'est-à-dire que si l'équilibre économique n'est plus là, il faut pouvoir réviser les prix. Si vous êtes capable de dire, dans le prix de vente que je vous ai fait, il y a une part d'achat qui représente tant et qui a augmenté de X%, etc. Si vous arrivez à bien argumenter et à montrer en quoi aujourd'hui ça a augmenté en quelle proportion et qu'est-ce que vous demandez comme hausse, je pense que ça peut être entendu et ça doit être entendu à un moment donné. Parce qu'il va vraiment y avoir une différence entre ceux qui renégocient leur contrat et ceux qui ne le font pas et c'est eux qui risquent d'aller dans le mur à un moment donné. D'accord. Mais ça d'autant plus que… Oui, c'est ça. Parce que, en plus, avec le prix du carburant qui est aussi… nous, on est beaucoup dans le déplacement, donc c'est une grande part qui compose le prix de vente. Et sachant aussi que… parce que moi, j'ai intégré l'entreprise il n'y a pas très longtemps, donc j'essaie d'aider aussi à clarifier tout ça. Et je m'aperçois que justement, les contrats n'ont pas été négociés, enfin, les prix de contrat n'ont pas bougé depuis pas mal d'années. Donc, il n'y a même pas d'augmentation liée à l'inflation, si vous voulez. Donc, là, vous avez des bons arguments, là. Et puis j'allais dire, ce qui va rendre les choses d'autant plus faciles, c'est que vous gardiez une relation vraiment de proximité avec vos clients. C'est-à-dire que si vous voyez régulièrement, que vous faites des points, que vous anticipez, vous dites attention, il va y avoir des hausses de matière, pour l'instant je ne fais rien, mais à un moment donné, il va falloir… Voilà, c'est vraiment…
c'est beaucoup plus simple comme ça que d'arriver au bout de 3 ans et de dire, bah voilà, mes prix n'ont jamais augmenté, je vous demande 30% parce que ma marge est dégradée. Oui. C'est vraiment une relation commerciale de proximité dont on a besoin aujourd'hui. Oui, surtout que nous, oui. Ouais, pardon. Non, oui, on peut justement, on a cette proximité de services et de partenariats, ça fait longtemps, enfin, c'est des partenariats de longue date. Mon responsable, il a une relation commerciale très forte. Voilà, très forte et il est très proche de ses clients. Donc, je pense que s'il emmène le sujet petit à petit, justement en prévenant, et ça pourrait le faire. Mais voilà, il faut qu'on le fasse. Oui, et après, il y a des discussions qui peuvent permettre de réaliser des économies ou de compenser ces hausses un peu différentes. C'est-à-dire, est-ce qu'on peut utiliser d'autres types de produits? Est-ce que sur les prestations que réalise, il y a peut-être des choses qui ne sont pas nécessaires de faire tous les jours? Ou voilà, il y a des choses qu'on peut amener dans la réflexion pour dire on va essayer de rester compétitif, mais on réfléchit ensemble à des opportunités pour voilà, mais tout en préservant la marge, quoi. Ça, c'est non négociable en fait. D'accord. Ok, bah merci beaucoup pour vos réponses. Juste un peu provocateur sur le sujet pour finir en 30 secondes. Je pense aussi qu'il faut que vous soyez prête à perdre certains de vos clients. En fait, aujourd'hui, les clients qui ne sont pas prêts à payer, il ne faut pas continuer à les faire travailler à des prix qui ne vous permettent pas de générer qui ne vous permettent pas de payer votre entreprise. On va dire, sinon, la finalité, c'est que les gens vont s'habituer à ces prix marché-là et en fait, votre métier va être dévalorisé. Donc, quand on dit perdre des clients, ça veut dire en gagner d'autres de l'autre côté. Donc, ça veut dire qu'il faut développer aussi une partie commerciale qui est importante. Et certains clients, aujourd'hui, peut-être que vous ne devez plus les avoir. Et ça, c'est quelque chose qui est très compliqué à faire, mais qui, dans certains cas, doit être fait. Donc, voilà. 100% d'accord. Mais c'est pas évident, c'est pas évident. Il y a toujours cette peur de je ne peux pas me le permettre parce que il faut préparer la suite. Voilà, il ne faut pas faut pas sauter dans le vide, mais voilà, il faut se préparer. Et puis une fois qu'on a des alternatives, on arrête. D'accord. J'allais dire, c'est presque tout le contraire. Vous pouvez vous le permettre. Si un client ne vous permet pas de gagner votre vie et creuse votre déficit, il faut justement se le permettre. D'accord. Votre entreprise, ou quand vous irez voir votre banquier, elle ne vous demandera pas combien de clients vous avez. Elle vous demandera combien vous gagnez d'argent. Et je sais que c'est une gymnastique difficile. Néanmoins, je suis convaincu que c'est la bonne. D'accord. Merci pour cette question, Eva. Merci. Merci à vous, Fanny et Ludovic, d'y avoir répondu. Est-ce qu'il y a d'autres questions dans l'assistance? On arrive à 8h29. Il nous reste 1 minute potentielle, voire un petit peu plus. S'il y a d'autres questions, n'hésitez pas à lever la main également. C'est le moment d'en profiter. Bon, je ne vois pas de questions arriver. Ce que je vous propose, c'est qu'on conclue dans ce cas ce webinaire. J'espère qu'il aura répondu à vos questions sur cette thématique. Il sera à nouveau visible sur le site de la CPME Auvergne-Rhône-Alpes d'ici quelques jours, pour ceux qui voudraient reprendre quelques notions qui ont été abordées. Également, et puis on vous transmettra les coordonnées des intervenants si vous souhaitez prendre contact avec eux et avoir plus d'informations, comme l'a fait Eva à l'instant, sur un sujet particulier qui concerne les spécificités de votre entreprise. En tout cas, on vous remercie d'avoir assisté ce matin à ce webinaire. Merci Ludovic, merci Fanny, merci Christophe. Merci à toi. Merci à toi Arnaud pour l'organisation. Merci à tous Arnaud et merci aussi aux participants. Et merci aux participants, bien entendu. Je vous souhaite une très belle journée. Excellente journée à tous. Ensoleillée. Bonne journée. Merci, bonne journée à tous. Merci à tous, au revoir. Au revoir.